téléspectateurs du double plateau de la télé et de la radio, bonjour. Alors c'est un plaisir de vous retrouver encore dans ce numéro de la parole au gouvernement, qui est une tribune ouverte aux membres du gouvernement que dirige Félix Mouloua, le Premier ministre de la République, sous le leadership du président de la République, professeur Faustin Archange Touadéra, depuis son accession à la magistrature suprême de l'État en 2016. Alors pour ce jour, les projecteurs sont braqués au ministère des Arts, de la Culture et du Tourisme. Pour votre gouverne, cette émission est initiée par le ministre en charge de la communication et des médias, porte-parole du gouvernement, Maxime Balalou, sous la supervision des deux chargés de mission, à savoir Tita Samba Soleil et Dieudonné Okoli. Alors, cette émission est initiée pour faire un récapitulatif de l'ensemble des réalisations pendant les 2 mandats du chef de l'État. Alors, pour ce faire, nous avons l'honneur de recevoir sur le plateau Madame Angola Marie-Françoise Ramadan Mamata. Bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle que vous êtes la chef du département des arts, de la culture et du tourisme. C'est tout à fait cela. C'est un plaisir de vous compter parmi nous sur ce plateau. Je suis ravie d'être là, merci. Merci. Alors, comme vous le savez, je ne serai pas seule sur le plateau pour m'entretenir avec vous. Nous sommes 3 sur le plateau. À ma gauche, Fadiovile Bonanza, directeur des programmes de Radio Centrafrique. Je reprends au nom de Bienvenue Bissayo, présentateur, directeur général de cette même chaîne. et pour modérer Gypsy Roman de la télé Centrafrique. Alors, Madame la ministre, comme au fait la tradition le veut, à chaque fois qu'on reçoit les personnalités, il est temps de faire un zoom sur votre parcours. Alors, brièvement, pouvez-vous nous rappeler qui est Ngola Ramadan? Je suis Ngola Marie-Françoise Ramadan Mamata, fille du docteur professeur Ramadan Mamata Gaston et de Nzapaoko Marguerite, épouse Ramadan. J'ai grandi en Centrafrique. J'ai fait mon parcours scolaire ici et après le baccalauréat, déjà avant même de partir à l'étranger pour le baccalauréat, j'ai été militante dans une organisation de droits de l'homme, également passionnée de tout ce qui est médias, la communication, et je suis ensuite partie en France, passionnée toujours du secteur juridique. Donc j'ai été durant une dizaine d'années assistante juridique dans différents cabinets d'avocats, également dans des cabinets d'assurance en lien avec le BTP. Et j'ai également fait la communication sur les réseaux sociaux, donc et aussi une très grande passion pour le panafricanisme, pour le combat de la liberté de l'Afrique. Donc vous êtes assise partout, vous avez les pieds partout, c'est ça? Une femme est naturellement multifonction. Multifonctionnelle, merci Tout à beaucoup. fait. Alors, comme vous le savez, le 28 décembre dernier, le président de la République a prononcé un discours historique devant le Parlement national. Alors, je vous invite à suivre ensemble ce discours. Il va relayer principalement les grandes réalisations qui ont eu lieu au sein de votre département. Suivez ensemble. La promotion des arts, de la culture et du tourisme a été l'une des actions menées par le gouvernement ces dernières années. Afin de faire bénéficier les artistes des retombées de leurs œuvres, nous avons promulgué la loi portant droit d'auteur et droit voisin, ainsi que la loi portant création du Bureau centrafricain du droit d'auteur et des droits voisins, BUCADA. Pour promouvoir la culture de notre pays, nous avons créé un ensemble artistique national, un centre national de la cinématographie, un office centrafricain du tourisme. Nous avons adopté un document de politique de développement du tourisme et appuyé plusieurs activités de promotion des activités artistiques et culturelles. Le gouvernement a également réhabilité 5 sites d'accueil touristique en province, à savoir Doliloge à Bayanga, le bâtiment des 100 villas à Mungumba, l'hôtel des chutes de Boili, les infrastructures du lac des crocodiles sur la route de Boili et l'hôtel du tourisme à Bambari. Ministre, le président a prononcé l'année dernière devant le Parlement. Merci. 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 Merci.
tout d'abord, je vous remercie pour cette invitation qui va me permettre de faire même le bilan, si je puis dire, parce que ça fait cela 1 an que le président de la République, chef de l'État, a eu à cœur, par la grâce de Dieu, de mettre mon nom sur la liste des nouveaux membres du gouvernement depuis le 4 janvier 2024. J'ai pris fonction le 16. Ce que je coûte par rapport à ce discours, ce sont les efforts que le gouvernement, à travers la politique du président de la République, chef de l'État, a pu mettre en place, les réalisations dont nous parlerons plus en détail lors de cet entretien en question. Mais je puis dire que ce n'est pas une tâche facile, raison pour laquelle il faut des femmes et des hommes forts à la tête de nos départements afin de mener à bien la politique du président. Donc, dès que j'ai pris fonction le 16 janvier 2024, pour mieux asseoir ma stratégie et comprendre le département, j'ai donné la possibilité à tout le personnel d'avoir un entretien avec moi, de m'expliquer leurs besoins, de m'expliquer les difficultés du département. Et après ce tour d'échange avec presque tout le personnel, nous avons pu déterminer avec le cabinet les stratégies qu'il fallait mettre en place selon la lettre de mission que j'ai reçue du Premier ministre chef du gouvernement, et quelles étaient les stratégies à mettre en place, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc il y a eu plusieurs mois d'échanges, il y a également eu des réalisations dont le président a fait état. Et au fur et à mesure, je vous donnerai les détails. D'accord, pouvez-vous nous dire brièvement quelles sont ces grandes avancées réalisées lorsque vous avez pris fonction depuis le 16 janvier de l'année dernière? Déjà, ce que j'ai remarqué, parce qu'il y avait déjà un déséquilibre au niveau du cabinet, du personnel, c'est avec le ministère des Arts et de la Culture. Je dirais que ce secteur-là travaille beaucoup avec l'UNESCO, avec la francophonie, avec d'autres organismes internationaux, en ce qui concerne les artistes, en ce qui concerne la culture, en ce qui concerne même les Pygméaka, et qu'il nous faut des points focaux. Il nous faut un expert selon les conventions afin de mener à bien la politique, non seulement du département mais du pays. Donc il y avait déjà un déséquilibre à ce niveau-là, et donc j'ai reparti chaque tâche, c'est-à-dire que un cadre, une convention, un point focal dans chaque domaine en question afin d'équilibrer la situation. Nous avons également au niveau par exemple du musée Bokanda, tout le monde entend très souvent parler, organisé avec les 2 ambassades, c'est-à-dire celle de Chine et de la France, la journée internationale des musées qui s'est déroulée le 18 mai 2024. C'était l'occasion pour le président, le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre et plusieurs autorités de mettre pied là-bas, peut-être pour la première fois pour certains, afin de toucher du doigt la réalité, le musée Bokanda en question. Nous avons également par exemple côté tourisme, avec les partenaires, pour la première fois organisé ce qu'on appelle la journée mondiale du tourisme, la JMT. C'était en octobre dernier. Nous avons impliqué. Ils étaient contents, ils étaient heureux, c'était une première fois pour eux. Et quand le président parle de l'île qui est à Bayanga, que tout le monde connaît et que même les étrangers connaissent beaucoup mieux que nous, malheureusement, il y a eu des avancées parce que c'est vrai que c'est plus le ministère des Eaux et Forêts qui s'en occupe et qui est également sa quote-part, mais il a fallu que le ministère du Tourisme aussi soit impliqué. Donc nous avons essayé de revoir les textes, de les réviser, de prendre des arrêtés qui nous impliquent également dans le système afin d'avoir un œil, parce que c'était un site touristique. Et nous avons aussi, si je puis dire, au niveau des claques, puisque c'est aussi dans ma feuille de route, dans ma feuille de mission, CLAC, ce qui signifie Centre de lecture et d'animation culturelle. Ce sont des centres qu'il faut animer, qui sont en lien avec la francophonie, qui tient beaucoup au cœur du président. Et donc, dans le pays même, il y a environ 11 CLAC, en centre de lecture. Et il y a de cela 2 mois, j'ai personnellement été sur le terrain avec des collaborateurs, toucher du doigt la réalité de certains CLAC en province, pour voir les CLAC qui malheureusement certains ont été pillés. Certains ne sont pas assez équipés ou qui manquent de personnel. Et comme ces CLAC sont également sous la direction de la mairie de la ville et du préfet ou bien du sous-préfet, donc il était question de rencontrer ces autorités et de réhabiliter si possible le CLAC avec le concours
de la francophonie et d'envoyer des cadres compétents afin de continuer à animer la ville, parce que les enfants dans certaines villes s'ennuient après l'école, ils s'ennuient, et d'autres ont besoin de développer également leur intelligence en faisant par exemple des jeux de société et autres. Donc il y a beaucoup d'avancées, et parmi aussi ces avancées, je puis quand même féliciter le président pour le mouvement général de mon département, parce que beaucoup attendaient également cela, puisque certains étaient découragés depuis 8 ans d'être à la même place, ou depuis 10 ans d'être dans le couloir. Donc il y avait des compétences qui traînaient, qui dormaient et qui mouraient. Et le projecteur a été mis sur eux. Et tout à fait. Donc cela a été fait le 4 janvier de cette année, c'est-à-dire 1 an jour pour jour de ma nomination. Beaucoup ont été promus, beaucoup qui attendaient ce moment-là pour pouvoir être redynamisés, se mettre au travail, se sont vus sur ces décrets en question. Et donc nous pouvons dire que depuis le 4 janvier, le département commence de nouveau à respirer un nouvel air. D'accord. Après cette nouvelle ère, alors qu'est-ce qui ressort de votre visite sur les claques dans les provinces? Y a-t-il eu des décisions, ou bien y a-t-il eu des partenariats venant des deux institutions que vous avez parlé pour redynamiser, au moins pour réhabiliter certains des endroits? Il fallait qu'avec la francophonie même, qui avait interrompu toute relation avec le ministère, il fallait renouer. Parce que la francophonie, tout comme l'UNESCO, avait décidé de rompre les relations parce qu'il y a eu violation du côté de notre pays. Donc dès que je suis arrivée, j'ai pris contact avec... On a déjà réparé. C'est réparé, heureusement. Et ils sont venus. Ils sont venus toucher du doigt, voir que ce qu'on a dit était vrai. Vous savez, ils ont de l'argent, c'est vrai, ils dépensent, mais ils ne jettent pas de l'argent par la fenêtre. Il faut qu'ils envoient un expert. Et les experts sont venus plusieurs fois, tant UNESCO que la francophonie, nous accompagner sur le terrain pour voir et valider nos projets. Parce qu'on leur a soumis des projets, l'État certes a sa part à faire, mais nous avons aussi notre part, nous cherchons des partenaires afin de financer cela. Donc il ressort qu'il y a des claques qui doivent être réhabilitées, équipées, rééquipées, et d'autres claques aussi doivent être ouvertes. Donc nous pensons à un délai, dont je suis également la ministre résidente suppléante. Nous pensons également à Mongumba, parce qu'il y a un magnifique travail qui se fait là-bas avec l'UNESCO concernant un projet pilote qui est, on appelle PCI, c'est-à-dire patrimoine culturel immatériel. Donc nous pensons qu'installer aussi un claque à Mongumba ou bien à Mbaïki, dans la Lobaï, serait aussi très bénéfique pour la population en question. Donc on a plusieurs projets avec ces organismes internationaux. D'accord, je pense que le public est situé. Alors il va devoir, je pense qu'il y a une préoccupation du côté d'Émilie Bonanza, qui va devoir vous poser quelques questions. Madame la ministre, on s'intéresse là au patrimoine culturel et touristique de la République centrafricaine. Vous avez évoqué le cas du musée Boganda ici. Tout le monde sait que c'est tombé à l'abandon. On ne parle plus du musée Boganda. Le centrafricain ne sait même pas. Je me rappelle, il y a quelqu'un qui voulait... qui était au téléphone avec un interlocuteur, il se trouvait au niveau du musée Boganda. Je passais. Il s'est battu pour que son interlocuteur sache là où il se trouvait. Parce qu'il se trouvait face au musée Boganda et c'était question de se retrouver et d'aller là où il voulait. Voilà. Et là, c'était difficile. Ça veut dire que son interlocuteur ne savait même pas ce que veut dire le musée Boganda. D'accord. Ça dit beaucoup. Comment nous en sommes arrivés là? Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se fait pour que le musée Boganda soit connu? C'est un problème réel en République centrafricaine. D'accord, c'est un problème réel, c'est vrai. Il ne faut pas que les gens ne voient que le musée Boganda. C'est vrai qu'il y a plusieurs musées, mais tous ces musées ont souffert des nombreuses crises militaro-politiques que le pays a connues. Le musée Boganda, même tout musée est censé être la vitrine d'un pays. Quand on veut se référer à un pays, aux us, aux coutumes du pays, aux traditions. Mais le musée Boganda est le musée phare. Mais laissez-nous d'abord vous expliquer que le musée Boganda n'était pas au départ un musée. C'était une clinique. C'était une clinique qui était construite par un Européen. Clinique évidemment qui ensuite n'a pas vraiment servi à la clinique en question. Et par après est devenue la résidence du président Barthélemy Boganda. Il y habitait avec sa famille. Et en sa mémoire, l'empereur Bokassa a donné le nom du musée Boganda. Mais ce musée ne répond pas forcément aux normes d'un musée. Quand on parle de musée, c'est pour sa mémoire,
Mais sinon, si nous devons avoir un musée en question ou en construire, ce ne serait pas dans ces normes en question. Ce musée, déjà, cet endroit a été construit sur une zone qui est marécageuse, où quand il pleut, l'eau remonte et il y a des odeurs. Et il y a les murs aussi qui prennent du coup. L'architecture par rapport à ça. Oui, voilà. Ils sont dans un état de délabrement avancé. Très avancé. Donc si nous nous battons aujourd'hui à réhabiliter le musée Bokanda, c'est uniquement pour la mémoire du père fondateur, mais le but est d'en créer d'autres. Et je sais qu'il en existe dans plusieurs villes, dans l'arrière-pays. Même ici à Béarex, il y a aussi un musée des femmes et tout, mais qui souffre. Qui a souffert de pillage, tout comme le musée Bokanda aussi a souffert de pillage pendant les crises. Donc le musée n'est pas entièrement ouvert au public depuis 2013. Le musée est partiellement ouvert. C'est-à-dire qu'il y a des pièces où il y a des dizaines de caisses qui renferment des centaines d'objets qu'il faut nettoyer. Mais le musée Bokanda en question, nous avons eu la promesse de l'ambassade de la Populaire de Chine et celle de la France pour la réhabilitation et de l'équipement. Ça reste des ambassades. C'est nous, centrafricains, en premier qui devons y penser. Nous y avons pensé, mais il nous faut des partenaires, des volontaires. Et ces promesses ont été officialisées lors de la journée internationale des musées le 18 mai devant le président, devant plusieurs autorités. Ils ont pris l'engagement de pouvoir nous aider. Nous avons élaboré un plan ensemble. Nous avons travaillé avec l'équipe chinoise et française qui se battent pour l'instant. Mais entre-temps, un patriote centrafricain, savoir le DG de la banque BGFI, M. Hervé Koboma, s'est récemment manifesté. Il s'est manifesté, il a souhaité visiter avec toute son équipe, ils sont venus une bonne dizaine, voir ce qu'il pouvait faire. Donc le musée Bokanda, certes, est le musée phare. Nous avons beaucoup à faire. Il faut élaborer un système de construction aux normes. Il faut rattraper ce qui a rattrapé. Nous avons reçu le soutien de l'UNESCO pour pouvoir nettoyer les objets. J'ai personnellement assisté à l'ouverture de quelques caisses. Plusieurs objets ne sont plus aux normes, seront à jeter, mais ce qui est à nettoyer, c'est fait avec l'UNESCO et qui ont aidé nos techniciens, qui leur ont montré comment faire pour nettoyer, pour préserver. Et au vu de ces milliers d'objets qui manquent d'endroits où stocker, nous avons décidé d'arrêter cet inventaire de nettoyage le temps que l'on puisse trouver une pièce adéquate afin de stocker cela. Mais nous espérons que ceux qui nous écoutent donneront un coup de main afin que nous puissions mettre sur pied le musée Bokanda et d'autres musées qui souffrent également de ce même type de problème. Madame la ministre, en vous écoutant parler, si on parle de ces œufs, je reviens vers vous. Alors, est-il possible aujourd'hui de jeter tous ces œufs qui retracent notre parcours, notre passé? Jeter, non. C'est-à-dire que certains qui ne répondent plus aux normes, il faudrait les jeter. Sinon, ça peut nous créer des soucis de santé. Parce que quand on va dans un musée, on a tendance à toucher les objets. Peut-être, même si c'est dans les vitres, ceux qui ne sont pas dans les vitres, voilà, ce qui est dangereux pour la santé, il faut s'en méfier. Mais certains seront récupérés et ont déjà été récupérés, mais il manque d'endroits de stockage. Parce qu'un musée, il faut bien que ces objets en question soient stockés dans un endroit qui est visible et qui donnera également envie aux visiteurs de photographier. Madame la ministre, vous avez fait l'état de la situation du musée Bokanda. À vous écouter, à vous comprendre, c'est une vieille clinique qui a daté. Depuis lors qu'on a su que ça ne répondait pas aux normes, on a gardé la tête sur l'oreiller. Et puis voilà, nous en sommes arrivés là. Est-ce qu'on a pensé, comme ça ne répond pas aux normes, les techniciens qui étaient là ou qui sont là, est-ce qu'ils ont pensé ils ont repensé la manière de faire, ou bien on a pensé à autre chose, ou à une nouvelle construction qui puisse servir véritablement d'un musée digne de ce nom? Comme je l'ai dit, le but de la réhabilitation, ça restera un musée. Mais vous savez, quand un grand homme comme Bokanda il a vécu, il a habité avec sa famille, on ne peut pas détruire ce musée. C'est-à-dire le bâtiment va rester tel quel. En son hommage. En sa mémoire, ça restera tel quel, il sera réhabilité, il sera toujours un musée Bokanda. Toujours le musée Bokanda en question. Mais le but est d'en créer d'autres. Et ceux qui ont été détruits dans plusieurs villes de province seront réhabilités. Mais nous espérons aussi, de toute façon, nous avons la possibilité également de demander au ministère de l'Urbanisme de nous doter
d'un terrain quelque part, ou même plusieurs, pour pouvoir construire d'autres musées qui répondent aux normes. Ce musée ne répond pas forcément aux normes, mais ça demeure la résidence du président fondateur Barthélémy Bokanda, et ce sera un musée en sa mémoire. Il sera réhabilité, la zone qui est marécageuse sera, on trouvera une solution pour que l'eau puisse sortir et que cet endroit soit rattrapé, mais sinon il ne sera pas détruit, et on fera en sorte que, de toute façon, il est bien placé, il est au centre-ville, donc on trouvera un système aussi par rapport à la géolocalisation ou la localisation. Il faut que ceux qui passent puissent se trouver. Il faudra écrire en très 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 grand musée Barthélémy Bokanda, et puis voilà, une fois réhabilité, il y aura, je pense que certainement, une cérémonie d'inauguration. Et si Dieu le permet, le président lui-même sera là pour inaugurer, et les gens sauront qu'ici, le feu Barthélémy Bokanda a habité, mais qu'il y a d'autres musées ailleurs. Il faut le mettre aussi sur les toits. Comme ça, même Bien d'ailleurs, sûr. les gens pourraient Exactement, avec de la lumière. Pour que ça puisse illuminer. Alors, il y a une autre question qui m'a de bienvenue Bissayo concernant les rapatriements des objets. D'accord, je vous Madame la ministre, d'entrée de jeu, je voudrais saluer avec beaucoup d'attention pour l'entame de votre exposé qui est riche en enseignements et qui nous a permis de savoir un peu plus sur les réalisations phares relatives de votre département, qui est un département clé à l'entrée de cette 7e République. Nous abordons un autre chapitre, c'est celui du patrimoine culturel. Alors, vous avez annoncé comme quoi certains de nos objets ont été volés, donc exportés illégalement dans certains pays européens. Alors, quels seront les mécanismes de rapatriement de ces objets, combien importants pour le patrimoine culturel et la conservation de nos richesses culturelles, matérielles et immatérielles? D'accord, je vous remercie. La question de la restitution des biens demeure aujourd'hui quelque chose de très important, puisque nous savons que ce pays est riche et que même pendant la colonisation et même après, même pendant ces crises que nous avons eues, beaucoup d'objets ont été pillés par les étrangers, et même en collaboration avec nos propres frères et sœurs ici, et qui se trouvent à l'étranger et qui sont valorisés dans plusieurs musées. Et pour pouvoir faire revenir, pouvoir rapatrier ces objets en question, nous sommes obligés d'associer le gouvernement en question. Et donc il n'y a pas très longtemps, j'ai soumis le dossier au conseil de cabinet pour que cela soit étudié, parce que nous avons aussi suivi quand le président français Macron à Ouagadougou demandait aux Africains de réclamer leur dû en ce qui concerne les biens culturels. Le Sénégal en a fait. Certains pays n'ont pas hésité, le Sénégal, le Bénin et d'autres n'ont pas hésité à le faire. Pourquoi la RCA devrait ne pas faire comme les autres? Parce que nous savons que nous sommes un pays riche et que le nom de l'empereur Bokassa aussi a fait le tour du monde, et que les gens savent que a marqué l'histoire. Donc les gens savent que même le bois de la RCA et beaucoup de matières ici ont été amenés à l'étranger et puis servent dans d'autres musées ou bien servent à d'autres causes, à d'autres fins. Donc avec mon cabinet, nous avons pensé soumettre cette question au conseil de cabinet et de ministre, bien sûr, si je peux dire ainsi, pour que la procédure, le mécanisme soit mis en route et que nous puissions entamer cette démarche en question avec les pays concernés. Il nous a été demandé de bien revoir s'il y avait une convention qui a été signée, si nous avons la possibilité, et non que nous répondons aux critères en question. Même si l'étranger nous fait comprendre que ces objets en question sont bien conservés chez eux, mais que si nous les ramenons ici, ils seront conservés où? Donc il nous est demandé de trouver un endroit, un musée évidemment, afin de pouvoir stocker cet objet au cas où la demande trouverait une suite favorable. Certes, les conditions ne sont pas encore totalement remplies au niveau des musées, mais comme c'est un long processus, nous sommes en droit de commencer la démarche dès maintenant, qui peut durer 1 an ou 2. Il faudra aussi que ceux qui nous regardent et qui savent que ces objets sont dans leur pays sachent qu'à l'époque où ils sont venus les prendre et les voler, par exemple, n'étaient pas forcément dans un musée. Peut-être nos pères ou nos grands-parents étaient peut-être avec à la maison, sous un arbre, sous une hutte. Donc il n'est pas question de forcément continuer à nous imposer de mettre cela dans un endroit qui serait frais. Ça nous appartient. Le but est de trouver une entente, un terrain d'entente, un arrangement, et que les objets en question nous soient restitués. D'accord. Madame la ministre, pendant la célébration de la journée mondiale du musée,
que plusieurs centrafricains issus de différents segments de la société se sont drainés vers ce patrimoine culturel. Alors, en dehors de cela, est-ce qu'il y a un plan d'action pour mobiliser, par exemple, les apprenants, les élèves, les étudiants à se familiariser justement avec ce musée? Oui, mais pas tout de suite. Pourquoi? Parce que le musée ne remplit pas toutes les conditions pour pouvoir recevoir des étudiants ou bien des élèves. C'est vrai, le musée, comme je l'ai dit, n'est que ouvert, mais partiellement ouvert. Hein. Il est partiellement ouvert, il n'est pas ouvert en totalité. Parce qu'il y a des endroits, même si vous allez aujourd'hui au musée Bokanda, que vous ne pourrez pas entrer parce que c'est scellé. Soit c'est sensible, soit les objets sont par terre ou en train d'être peut-être nettoyés encore. Ça dépend de ce qui se fait actuellement au musée Bokanda. Donc si nous devons organiser des rencontres, il faut que ce soit vraiment suivi. C'est vrai qu'il faut une autorisation. Il faut que ces enfants soient accompagnés pour ne pas qu'ils se trompent de pièces, pour ne pas qu'ils ressortent avec des soucis de santé. Mais sinon, le musée en question, le président, lors de cette journée mondiale des musées avec plusieurs autorités, ont pu faire le tour de certaines pièces parce qu'il y avait des expositions chinoises et françaises et aussi bien sûr de notre propre pays en question. Mais certaines pièces sont scellées et qui ne peuvent pas être visitées. Madame la ministre, alors pouvez-vous nous affirmer aujourd'hui la République centrafricaine compte en tout combien de musées? Là je parle de musées, y a-t-il des musées publics et privés aussi et l'état de lieu de ces musées aujourd'hui? Il y a des musées dans plusieurs villes, hein. Il y a Bangassou, il y a Ipi, il y a Yolé, il y a Nola, mais ces musées également souffrent, comme je l'ai dit, ont souffert de pillage. Vous savez, les musées, il faut les réhabiliter. Il faut les réhabiliter, il faut en prendre soin. Et quand le personnel parfois n'est pas assez formé, il ne peut pas prendre soin du musée correctement comme les autres. Donc il est question également de réhabiliter, mais également de former. C'est vrai que l'UNESCO au niveau du musée Bokanda fait un travail qui est formidable en formant nos cadres, nos collaborateurs à pouvoir prendre soin des objets. Et c'est comme les claques, hein. Il faut former les gens à pouvoir prendre soin également des objets qui se trouvent dans les centres de lecture, les appareils et tout ça. Donc il y a au moins 5 musées, mais sinon les autres détruits. Détruits et puis dans des états déplorables. Même ici à Bangui, il y a des musées, hein, il n'y a pas que le musée Bokanda en question, mais qui ont été pillés et qui souffrent de fonds parce que l'État a des difficultés financières pour pouvoir nous aider. Et donc ma mission est également de trouver des partenaires pour pouvoir nous aider à réhabiliter tous ces musées en question. On voudrait en avoir même 10 si possible dans Bangui même et dans chaque ville de province plusieurs pour ne pas que les gens viennent que sur Bangui pour le musée Bokanda en question. Non, on peut faire même un musée Bokanda bis en province. En préfecture, pourquoi pas? Pourquoi pas? D'accord. Après, abordons à présent un autre sujet qui relève aussi de votre département cette fois-ci, la question pour les artistes. Ça sera avec Willy Bonanza. D'accord. Madame, la musique et autres arts culturels font rayonner certains États aujourd'hui. Nous citons par exemple la RDC, que personne ne peut dire qu'il ne connaît pas la RDC avec sa musique. Il y a des étoiles, des stars qui aujourd'hui, quand ils se déplacent, c'est la RDC qui les suit aussitôt. On cite Kofi Olomide, on cite Werrason et autres. Tout le monde sait que c'est la RDC qui est de passage à travers sa musique. Et voilà, c'est le devoir. Le devoir revient à votre département de faire la promotion des musiciens centrafricains, des plasticiens, des peintres, des sculpteurs, des groupes de danse chorégraphique. Est-ce qu'effectivement, c'est ce qui se passe en ce moment dans les couloirs et autres de votre département, dans les coulisses? Comme le président a lui-même dit tout à l'heure, parmi les réalisations, il a cité l'ensemble artistique national. C'est un ensemble artistique qui a été mis en place par le président par décret en 2021. Même si les gens en entendent plus parler que depuis un an ou deux. Mais le but du président, c'était également de repérer ces étoiles, ces stars dont vous parlez, comme dans le pays voisin, mais de les mettre dans un groupe afin de pouvoir les aider et les suivre en question. Le gouvernement le fait selon ses moyens. Selon ses moyens, il y a des difficultés, c'est vrai. Nous peinons parfois à aller au-delà de ce qu'il faut pour les artistes, raison pour laquelle ils ont eux-mêmes ce qu'on appelle des sponsors, des partenaires.
au niveau du ministère, il y a un budget pour cela, pour aider les artistes qui organisent des festivals, qui font des sorties, puisque plusieurs également sortent. Et quand ils sortent, il faut que le ministère également accompagne déjà en autorisant leur sortie. Et un budget leur est alloué s'ils s'y prennent à temps pour la demande, parce qu'il faut que nous la soumettons au ministère des Finances et qu'il la valide. Et qui très souvent le fait. Et ça leur permet d'aller à l'étranger, se déployer, montrer leur talent en question. Mais quand on parle d'artistes, comme vous l'avez dit, vous avez cité plusieurs plasticiens, peintres et autres, et il y a aussi les écrivains. Les gens ne voient que la musique, ils ne voient que le chant, alors qu'au-delà, il y a une diversité. Donc, si les gens pensent qu'il y a Oer Hasson et qu'ici on n'a pas un, dites-vous qu'il y a des peintres également très connus, des plasticiens, il y a des écrivains africains qui sont très connus à l'étranger. On fait des bandes dessinées à l'étranger. Voilà, même avec la Maison Russe, un concours a été organisé pour pouvoir identifier les meilleurs dessinateurs afin de faire un livre, je crois bien une série là-bas au niveau de la Russie. Et on a pu détecter des talents ici en RCA. Donc si le gouvernement a fait sa part, selon ses moyens, les partenaires aussi font leur part afin de pouvoir booster ce secteur en question. Mais nous savons qu'il y a des difficultés, mais le gouvernement fait sa part. Il n'y a pas trop de bruit sur les prestations de tous ces artistes que vous citez ici. Mais Madame la ministre, je me souviens en 1993, il y avait eu le Showman Festival à Bangui. Ça drainait tout Bangui au niveau du stade Barthélemy Boganda. Il n'y avait pas encore le stade de 20 000 places. Depuis lors, plus de 30 ans, 32 ans je crois, 93, 2025, plus de 30 ans. Il n'y en a jamais eu. Il n'y en a jamais eu en 30 ans. Et c'était organisé par votre département. D'accord. Est-ce que les techniciens, vos techniciens pensent aussi à ça? Parce que c'est ce jour-là qu'on a vu défiler Masseya le japonais, Ervan le collégien, Bébé Matou, et qui encore Vadjo Somosita. Tout ce monde-là ont défilé devant le micro en train de chanter. Cette génération est partie. Voilà une génération émergente. Est-ce que vous pensez aussi à un autre Showman Festival après plus de 30 ans? Quand vous parlez de promotion, de la lumière, il y a rien qu'hier, le premier ministre chef du gouvernement nous a remis notre lettre de mission, la nouvelle lettre de mission, et dans laquelle, concernant la promotion des artistes, on nous demandait de travailler avec le ministère de la Communication. Vous aussi devez faire votre part. Vous devez nous aider à promouvoir ces artistes en question dans votre programme. Mettez aussi nos artistes en question en avant au niveau de la télévision et de la radio. Il s'agit, c'est vrai. Ce qui se fait. Il y a des émissions qui existent déjà dans ce sens. Non, pas assez. Mais on va y travailler. On sait qu'il n'y a pas assez de chaînes pour ça. Il faut aussi que des privés aussi créent des chaînes de télévision. En parlant en lumière. Oui, en parlant de festivals. Par exemple, je sais que par exemple, je sais que le président de l'époque, présent à dire un décret a été pris en 2009, qui mettait en place la biennale de la musique et de la danse populaire de Bangui. Voilà. Depuis 2009 à aujourd'hui, nous peinons à mettre en place la première édition. Après 20 ans. C'est parce que le budget est costaud. Il nous faut au moins 100 millions pour organiser cela. L'État, c'est sûr, le moment venu, fera sa part. Nous devons trouver des partenaires pour pouvoir financer cela. Nous avons soumis ce projet récemment à des partenaires. C'était il y a quelques mois, mais qui nous demandent de leur appeler cela pour leur budget de 2025. Donc on espère qu'en 2025, il sera pris en compte afin que nous puissions organiser cela. C'est vrai, il n'y aura pas Masseya, il n'y aura pas les autres, paix à leur âme, mais les questions... Il y a une nouvelle génération. Une nouvelle génération est là. Très. Et il sera question pendant cette biennale-là, même de voir les danses de plusieurs préfectures. Oui. Le but, c'est de cela. Et il faut que la lumière soit mise sur la RCA, et même la sous-région, et même d'autres pays verront comment ça se passe. Les pays de la CEMAC pourront faire partie, même être invités. Donc le but en question, nous y songeons avec mon cabinet en question qui s'y met, qui est très passionné, puisque côté agriculture, il y a des experts, que ce soit au niveau de mon cabinet en question, le chargé de mission, l'inspecteur, la directrice en question sont du domaine et ils ont ce fardeau, tout comme moi, de pouvoir réaliser la première édition de la Biennale. Alors nous pourrons derrière le temps, Madame la ministre, alors une autre question va être posée parce que nous savons que l'art, c'est une école, on l'apprend. Mais aujourd'hui chez nous, c'est plus le cas là. Cette préoccupation va être développée par Bienvenue Bissau.
Monsieur le ministre, le nœud du problème qu'on n'a pas touché, c'est le manque criard des infrastructures artistiques pour permettre aux artistes de s'exprimer. Que ce soit dans le domaine de la danse, de la musique, il faudrait qu'il y ait des infrastructures pour abriter des événements sportifs. Je parle en tant qu'artiste puisque je suis monté sur scène plusieurs fois. Alors, quelle est la politique que vous allez envisager sous la coupe de votre département pour la création des infrastructures artistiques, notamment dans le domaine de la musique, à travers le conservatoire, la création, bien entendu, d'une académie des arts? Est-ce que vous avez envisagé dans ce sens pour que nos artistes, désormais, puissent s'exprimer librement sur la scène? Merci. Le département l'envisage, le département y pense. Je pense que depuis très longtemps on y pense. Mais il faut se référer à une réalité. Le pays a des difficultés financières énormes. Ces infrastructures, nous en avons besoin pour pouvoir permettre à nos artistes de se produire. Et même d'inviter d'autres artistes de l'étranger qui vont venir même se produire et faire connaître le pays en question. Mais il y a des soucis financiers qui nous empêchent sérieusement. Voilà pourquoi nous sollicitons des partenaires afin de nous aider à mettre cela en place. Mais comme je l'ai dit, je suis là depuis 2024. On essaie de prendre contact avec plusieurs partenaires et qui me disent que leur budget de cette année déjà bouclé, revenant de 2025. 2025, là, dès janvier, on les a relancés déjà. Certains sont relancés. Nous allons continuer à les relancer afin que nous puissions avoir les possibilités de construire ces infrastructures en question afin de permettre à nos valeureux artistes, talentueux artistes de pouvoir se déployer. Des questions de finances. D'accord. Madame la ministre, nous voilà arrivés à terme de cette émission pour la version française. Alors s'il y a quelques préoccupations que vous restant, est-ce que vous avez une minute pour passer à la version langue nationale? Déjà, c'est d'encourager les artistes en question, de les rassurer. Ce matin, j'ai reçu également des anciens du secteur en question qui étaient venus me voir par rapport au BUCADA. Le Bureau africain des droits d'auteur et des voisins. Je leur dis que le président avait déjà signé le décret en question et que les choses avançaient très bien, de ne plus s'inquiéter. D'ici très peu, le bureau va se réunir et quelque chose sera mis en place afin de donner l'occasion aux artistes de pouvoir enfin avoir le gain de leurs œuvres en question. Et voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission Parole au gouvernement, la version française. Madame Ngola Marie-Françoise Ramadan, Mamata, c'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau avec nous. Alors, nous étions trois à l'animation. Freddy Bonanza, directeur des programmes de Radio Centrafrique. Bienvenue Bissayo, journaliste présentateur à Télé Centrafrique, directeur général. Et moi, Jupier Roumon. Alors là, on va marquer une petite pause, on se retrouve dans quelques minutes pour la version en langue nationale.